Pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabien Lebon, directeur de la banque d'affaires KPMG. Bonjour Fabien. Bonjour Fabien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Tu sais que ce matin, quand j'étais dans ma voiture, j'écoutais la Radio Grand Lac, et je me disais, je vais accueillir quelqu'un de KPMG. Mais pour moi, KPMG, c'est un cabinet d'expertise comptable, c'est un cabinet d'avocats, mais c'est plein de choses. C'est vrai, on fait plein de choses. On fait de l'audit, de l'expertise comptable. On fait aussi également beaucoup de conseils. Et dans ce conseil, moi, je fais partie de la partie fusion-acquisition. Et donc, c'est un métier passionnant qui est effectivement une émanation de tout ce qu'on peut faire chez KPMG. Ok, bon, c'est super. Donc toute cette fusion-acquisition, c'est tout ce qui va toucher au haut de bilan, aux opérations effectivement de recomposition du capital, de financement également, des opérations de croissance externe, mais également des investissements. Et parmi ça, moi, j'ai souhaité aussi que tu interviennes aujourd'hui parce que en plus de faire partie d'un grand groupe, KPMG, en plus d'être un professionnel de qualité, tu as deux particularités, deux spécificités. C'est que tu es un spécialiste, en tout cas que tu as une affection particulière sur le domaine du transport et le domaine notamment de l'industrie. Alors une question pour toi. On a le sentiment que la France s'est désindustrialisée. On a le sentiment que aujourd'hui c'est plutôt l'industrie se situe plutôt au Japon, se situe plutôt en Chine. Comment toi, tu perçois aujourd'hui le marché de l'industrie et également d'ailleurs du transport, mais comment tu perçois ce marché-là aujourd'hui en Union européenne et au cas général et au cas particulier en France? Effectivement. Bon, en France, alors l'industrie, c'est un segment extrêmement large, donc c'est vrai que c'est difficile de faire une généralité. Il faudrait prendre sous-segment par sous-segment. Néanmoins, on voit une belle dynamique en France depuis tout ce qu'on a pu vivre récemment. Donc ça, c'est extrêmement positif, je pense, pour nos clients et pour l'économie au sens large. On est tous évidemment prudents par rapport à ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a des carnets de commandes qui se sont un peu réduits. Et donc en ça, voilà, il y a une sorte de quand même de côté un peu d'expectative sur le marché. C'est pas la cata, loin de là. Donc heureusement. Je résumerai par le mot prudence. Et puis pas mal d'optimisme. En tout cas, sur certains de nos clients qui ont pas mal d'optimisme sur ce qui va se passer. Ok. Effectivement, de toute façon, vaut mieux être prudent, et prudence est la prudence est plutôt quelque chose à conserver dans le contexte. Et du coup, si on va plus en détail sur ton métier aujourd'hui, imaginons que moi je suis un capitaine d'industrie ou simplement un patron de PME ou de TI de la région, que je suis spécialisé par exemple, je sais pas, dans la mécanique de précision à destination des grandes maisons d'horlogerie suisses. Qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie de faire appel aujourd'hui à une banque d'affaires, et notamment une banque d'affaires comme KPMG? C'est vrai. Alors en plus le cas on l'a vécu exactement sur ce marché-là, donc on a été ravis de les accompagner. C'est vrai que KPMG aujourd'hui, on a au-delà du nom, la notoriété se fait par rapport à nos spécialités. Donc on a le métier du M&A, donc de la fusion-acquisition, mais pas que. Donc on a une capacité d'avoir un conseil très global par rapport à ça, et donc des savoir-faire spécifiques sur chacun des marchés. Dans ton exemple, pour reprendre l'horlogerie, évidemment on a aussi des équipes en Suisse qui peuvent être extrêmement intéressantes à nos côtés sur ce segment-là. Et je dirais c'est vraiment un sérieux qu'on va donner, et parce qu'on se doit de tenir ce sérieux par rapport à nos clients. Voilà. Okay. Et une confidentialité également, parce que c'est des opérations qui sont extrêmement soumises à la confidentialité. Et donc on a par rapport à ça beaucoup d'exigences, déjà vis-à-vis de nous-mêmes et puis aussi vis-à-vis du marché. Ok, non, très clairement, on n'en attendait pas moins d'un cabinet qui est également un cabinet d'expertise comptable et d'avocats, et puis une banque d'affaires renommée. On a le sentiment, Fabien, en tant que professionnel du secteur, que aujourd'hui il y a une concentration des différentes entreprises. On a l'impression que les grands groupes aujourd'hui, français, européens ou même étrangers, notamment les Britanniques, viennent aujourd'hui à racheter et faire des opérations de croissance externe assez fortes. Quel est toi aujourd'hui le message que tu as envie de faire passer à un dirigeant qui serait approché, même un peu furtivement, par un grand groupe aujourd'hui? Il faut rester à l'écoute. Il faut rester à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. Il n'y a jamais de meilleur moment. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il faut rester opportuniste, je pense, dans l'écoute, au moins, de l'approche qui peut être spontanée.
Je prends pas le cas où on organise un process, etc. Parce que là, voilà, c'est que on a pris une certaine maturité dans la décision de céder. Mais parfois, justement, cette maturité vient de ces approches qui sont non sollicitées. Au-delà des conditions qui sont financières, il peut y avoir aussi tout un pourtour de l'opération qui sont liés au projet. Et nombreux de nos dirigeants sont, je trouve, de plus en plus sensibles à la notion de projet qui leur sont adressés. Et tout le mythe qu'on peut avoir parfois sur les groupes étrangers qui viennent, qui cassent, etc. Je pense qu'il faut un peu le briser aujourd'hui parce qu'on a des très belles histoires sur des opérations transfrontalières qui ont fait des beaux projets de développement et de pérennité sur le sol national. C'est vrai qu'il y a parfois ce mythe, tu le dis avec tes mots, mais si je dis avec les miens, il y a parfois ce mythe de se dire le grand groupe français ou étranger ou européen vient, il va tout casser. Et puis quelque part, une fois que l'acquisition sera terminée, il aura désossé les compétences et puis il repartira. Et il aura laissé derrière lui un squelette sans peau, sans rien du tout, et finalement assez vide. On oublie que aujourd'hui, une entreprise c'est un bateau qu'il faut faire avancer, et que ce bateau-là, a besoin de gens pour ramer, pour le diriger, pour réparer les voiles, et qu'au final, un grand groupe peut aussi avoir cette approche et a souvent cette approche d'alliance, en disant je vais mettre des moyens supplémentaires à la société qui est présente. Et si on prend un petit peu le contexte et le process de cession un petit peu, par exemple au départ, ici on revient sur mon dirigeant qui est dans la mécanique de précision, il reçoit une lettre d'intention d'un grand groupe. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? Parce que souvent, il va avoir peut-être son avocat, son expert comptable, ou même simplement, il va avoir envie de répondre tout seul. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour que Fabien Lebon, banquier d'affaires de son état, de KPMG, il fasse appel à toi? Il y a plusieurs choses. Déjà, faut la regarder attentivement, de voir comment elle est composée, voir les éventuels, je dirais pièges, mais c'est pas forcément des pièges, mais en tout cas des points de vigilance et d'attention avec ses conseils, son banquier privé, son avocat, son expert comptable et ses autres conseils s'il y en a évidemment. C'est extrêmement important d'avoir un collectif de conseils. On est toujours plus intelligent à plusieurs, c'est évident. On a tous nos spécialités, mais ça c'est vraiment, je dirais, le point de départ. Et ensuite, il faut voir aussi dans quelle mesure il faut pas aller challenger cette offre, parce que il y en a une, c'est super, c'est bien, ça monte de l'attrait, etc. Elle est arrivée de manière non sollicitée. Ça vaut parfois le coup et on le vit, donc c'est carrément des choses qu'on peut en tout cas décrire, c'est que on peut aller chercher peut-être 2-3 autres acheteurs potentiels qui sont aussi synergétiques et qui pourraient apporter des offres peut-être concurrentes, voire peut-être mieux, et donc de mettre de l'émulation dans ce process qui n'en est pas un finalement. Ok, Alain, c'est très intéressant. C'est vrai que souvent le dirigeant, il reçoit cette lettre d'intention qui en plus a une durée de péremption, un peu comme un yaourt. On lui dit que c'est maintenant ou jamais. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi qu'il puisse avoir, avec ce collectif qui est formé, banquier d'affaires, avocat, expert comptable, banquier privé, voire notaire dans certaines situations, en fait qu'on remette finalement le contexte de ce type d'opération. Évidemment, s'il y a une lettre d'intention, c'est qu'il y a un intérêt. Et s'il y a un intérêt, il est jamais ultra limité sur 15 jours. Ça veut dire qu'on lance les hostilités. Et les hostilités, ou en tout cas la discussion, elle va pas durer 5 minutes, mais elle va au moins durer le temps d'un match de rugby ou d'un match de foot. Donc on a le temps de réfléchir à la stratégie du match. Ok. Quels sont les points aujourd'hui où tu as le sentiment qu'entre la lettre d'intention qui est reçue par un client et la lettre d'intention finalement qui va être amendée, modifiée, quels sont les points sur lesquels toi, en tant que banquier d'affaires, tu vas agir et sur lesquels tu vas être attentif pour pouvoir justement obtenir le meilleur projet au meilleur prix, dans les meilleures conditions pour les salariés de l'entreprise et avec la meilleure sécurité juridique? Exactement, c'est multicritère en fait. C'est multicritère, donc déjà le point de départ c'est de savoir sur quoi le dirigeant veut axer. Il y en a pour beaucoup ça va être le prix. Bon. Il y en a d'autres qui vont plutôt porter l'attention sur le projet. Et donc voilà, ça va être un peu de scorer les différentes priorités du dirigeant. Donc ça, c'est un point de départ. Et ensuite, ça va être évidemment de challenger, nous, la partie financière. Le banquier d'affaires, il est avant tout là sous une casquette financière, même si on est très polyvalent dans nos tâches. Et donc, ça va être de vérifier finalement les agrégats qui auront été démontrés et qui auront servi à asseoir la valeur. Donc ça va être vraiment notre intérêt premier de défendre la valeur, de maximiser cette partie-là.
Alors on est sur une étape qui est quand même assez préliminaire, puisque la lettre d'intention, même s'il y a eu du travail en amont, c'est en amont des audits, en amont de beaucoup de choses. Donc l'acheteur finalement n'aura pas encore tout vu, et donc voilà, il va se baser uniquement sur l'information dont il aura eu connaissance. Donc évidemment, charge à nous ensuite de bien valider cette information-là. Et ensuite, il y a toute la partie de marché. Donc ça va être de convaincre aussi l'acheteur que son offre est au prix. Est au prix de marché, et que voilà, on est dans les standards, je dirais, voire et donc c'est là où en fait rentre le jeu de la négociation sur la partie du prix. En dehors de tout ça, il y a le projet. Donc ça, c'est plutôt un sujet de management. Donc ça va être de bien axer exactement ce qu'il veut faire ou pas faire, sa transition de demain, son accompagnement, évidemment, si c'est un souhait ou pas de sa part, son collège de cadre, évidemment, et tu l'évoquais tout à l'heure, il y a les entreprises aujourd'hui, c'est avant tout des hommes, donc de bien comprendre la place des hommes avec un grand H dans l'entreprise, qu'est-ce qui sera apporté demain pour développer le projet, et enfin une brique juridique. Alors même si c'est pas notre spécialité à nous, on va travailler main dans la main avec, comme je le disais, avant tout le banquier privé et l'avocat sur cette partie-là du moins, et donc ça va être de prévalider, je dirais, les premières phases, les premières pierres de ce cadre-là. Ouais, c'est très intéressant parce qu'en fait, tu fais ressortir 3 grands points et on va revenir dessus. Dans la lettre d'intention, c'est effectivement, il y a comment est calculé le prix. Parce que le prix peut ne pas convenir, et d'ailleurs par définition il va souvent ne pas convenir, parce qu'il faut bien qu'on discute un petit peu, et donc il faut comprendre comment ils l'ont calculé ce prix. Quelle est la base de cet EBITDA dont tu vas nous parler, quelle est la base de la trésorerie, ou ton cas, comment elle sera calculée cette trésorerie nette, quel est le multiple qui est appliqué, pour qu'on puisse avoir une discussion. Il y aura effectivement le projet, c'est je pars, je reste, si je reste dans quelles circonstances, avec quels moyens supplémentaires et avec quel membre de mon équipe, et puis il y a le après. C'est-à-dire une fois que j'ai vendu, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie qu'on vienne me récupérer ma somme d'argent, ou en tout cas que j'ai laissé 1 centimètre pour qu'on vienne me la prendre, et on va en discuter. J'aimerais qu'on revienne sur ce que toi tu considères être les agrégats, parce qu'on a la chance d'avoir un public nombreux et varié. La légende dit 60 millions de personnes qui écoutent cette émission, c'est ce qui se dit. Donc dans les 60 millions, tous ne sont pas des spécialistes de l'expertise comptable et de la banque d'affaires. Quels sont les agrégats qui sont importants? C'est-à-dire que quand je reçois ma lettre d'intention, je suis un dirigeant. Qu'est-ce que toi, en tant que banquier d'affaires, tu vas regarder comme élément comptable dans cette présentation, et comment tu vas, sans révéler la recette du Coca-Cola, bien entendu, mais comment tu vas justement analyser, identifier des leviers pour obtenir un prix peut-être plus juste par rapport à ce que tu disais d'ailleurs, le marché? Alors, là aussi, tout dépend des secteurs d'activité. Si je prends le secteur de la tech, par exemple, je vais pas forcément le comparer à celui du transport. Ça va pas être les mêmes agrégats de référence, etc. Dans un cadre, je dirais, un peu standard, les 2 grands agrégats qui vont définir un peu la valeur sur la partie compte de résultat, ça va être ce qu'on appelle l'EBITDA et l'EBIT. Bon, c'est des choses qui peuvent s'assimiler à l'EBE ou le REX, le résultat d'exploitation. Je grossis le trait, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, c'est pour que chacun puisse comprendre. Et ensuite, de la partie comptable, on va apporter des ajustements, de se dire, ok, dans un cadre normatif, quel est le potentiel de cette société retraité de certaines choses, en plus ou en moins. Bon, je lance quand même un peu en plus, mais déjà ça c'est un premier élément important à tenir compte dans l'offre, parce que généralement c'est décrit. Certaines contreparties vont pas forcément accepter tel ou tel retraitement, donc après charge à nous d'aller les défendre au mieux. Et ensuite tu as raison, tu as mis le doigt sur la partie dette, la partie trésor. Donc là c'est pareil, on prend ce qui est au bilan évidemment, et puis ensuite il y a tout un tas d'ajustements qui viennent s'opérer dessus. Alors, on se met d'accord sur les grands principes au niveau de l'offre indicative. Bien sûr. Et ensuite, on va aller un peu plus dans le dur lors des audits, donc qui est l'étape d'après. Voilà. Donc, on définit un peu le cadre, je dirais, à cette étape-là. Et ensuite, on va rentrer dans le match, dans la suite. En tout cas, il y a le coup d'envoi qui a été lancé avec la LOI, et le match, on n'a pas forcément, j'ai dit tout à l'heure, match de foot ou de rugby, alors qu'il y a une durée déterminée pour ce type de match, mais il y a souvent des prolongations, des temps additionnels. Bien sûr. Et la LOI, c'est simplement le coup d'envoi du match, dont on ne sait pas forcément à la fin, mais en tout cas, il y a coup d'envoi, il y a match, et il va falloir répondre. Alors c'est très intéressant, le REX, le résultat d'exploitation, les bits, les bidas, donc pour que nos auditrices et auditeurs comprennent, toujours pareil en grossissant le trait, l'idée c'est vraiment d'aller présenter la capacité de l'entreprise par son exploitation, par son business, ici la distribution et
et la vente de mécaniques de précision, eh bien de générer de l'argent, générer du cash chaque année. Et c'est vrai que ça va être un des éléments clés de la lettre d'intention, puisque c'est une des composantes du prix, et on a envie, par la connaissance de l'entreprise, par une connaissance fine des ajustements que tu mentionnes, eh bien avoir le montant le plus élevé possible pour avoir évidemment le prix le plus fort possible. Alors, ce que je te propose, Fabien, si t'en es d'accord, hein, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on revienne pour rediscuter justement comment, dans cette lettre d'intention, on va travailler le projet, c'est-à-dire l'après, à la fois d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue juridique, avec notamment la question de la garantie d'actifs passifs. Avec plaisir. Eh bien, on vous dit avec Fabien à tout à l'heure. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 92.1 avec Fabien Lebon, banquier d'affaires chez la société KPMG. Merci d'être resté, Fabien. Merci à vous de me garder. On a fermé la porte pour être sûr que tu t'en ailles pas. Hein. Et c'est d'autant plus important que tu t'en ailles pas, Fabien, parce qu'on était en train de discuter de cette fameuse lettre d'intention signée. Lettre d'intention qui, effectivement, vient siffler le coup d'envoi d'une négociation entre un dirigeant dans la mécanique de précision à destination de l'horlogerie suisse, précisément, qui est approché par un grand groupe étranger. Et donc cette lettre d'intention, elle regroupe des agrégats économiques et comptables, elle regroupe la description du projet et notamment les conditions de sécurité juridique de l'opération dont on va revenir. Et donc dans cette lettre d'intention, une fois que cette lettre d'intention va être signée, va commencer une première partie du match qui va être la phase d'audit, c'est-à-dire que l'acquéreur va commencer à ouvrir le capot, va commencer à regarder ce qui se passe. Et pourquoi cette phase d'audit finalement elle est importante et comment on pourrait l'anticiper pour être peut-être moins prise au dépourvu. Exactement. Le tout est dans l'anticipation. Le mot est celui-ci. Ça nécessite plusieurs semaines de travail, de collecte d'informations, parce que l'image du capot est très juste. C'est-à-dire qu'on va vraiment montrer tout le moteur de l'entreprise sur tous ses aspects, que ce soit social, fiscal, juridique, financier évidemment, etc. J'en passe et des meilleurs. Et donc ça nécessite d'avoir une base de données extrêmement complète. Et donc ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, et c'est beaucoup de temps. Soit avec des personnes dans l'entreprise, soit avec les conseils chez qui on va aller récolter l'information. Et cette information, on va nous la traiter. C'est-à-dire qu'on va parfois anonymiser certains passages, des noms de salariés, par exemple, des choses comme ça, pour que même dans un audit, on ne donne pas forcément tout. Voilà, on donne ce qui est essentiel. Tout ça, ça se prépare, c'est important. Et le rôle aussi d'un banquier d'affaires, et je le rappelle quand même, ça va être de gérer cette data room et donc d'être en première ligne face, alors certes à l'acheteur, mais aussi à ses équipes d'audit, parce qu'on aura un peu, pardon pour l'image, mais un peu l'armée mexicaine qui va arriver et donc qui va opérer des audits. Sur un format, je rassure tout le monde, généralement, principalement digital, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes numériques qui existent. À l'époque, il y avait des data rooms qui étaient en physique. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins, voire plus du tout. Mais voilà, en tout cas, ça demande du temps et de l'énergie. Alors ça, c'est vrai que c'est un point qui est très important parce que il y a l'aspect technique. C'est-à-dire comment avoir les leviers et comment avoir les connaissances pour activer des leviers, avoir la meilleure valorisation possible, les meilleures conditions juridiques possibles, le meilleur projet possible. Mais il y a aussi un élément qui est pas forcément très bien intégré par les dirigeants qui vendent, c'est que un process, si c'est pas encadré de vente, si c'est pas bien structuré, c'est-à-dire s'il n'y a pas les bonnes personnes au bon endroit, ça va être énormément chronophage. Et même si nos dirigeants d'entreprise français sont des surhommes, parce que créer de la valeur en France en créant sa boîte, il faut avoir beaucoup de courage et avoir beaucoup de talent. Et bien ça n'empêche que c'est lourd pour un dirigeant qui doit gérer son exploitation. Et là, tu pointes du doigt quelque chose qui est très important et il faut le souligner, c'est que le rôle d'un banquier d'affaires va être de gérer cet audit et en fait très clairement de prendre du temps de cerveau et de libérer du temps de cerveau aux dirigeants, parce que les échanges avec les auditeurs qui vont demander sans cesse la même chose, parfois ils le font un peu exprès, il faut le reconnaître, alors que l'information est dans la data room, eh bien c'est le rôle de toi et de tes équipes et de toi de libérer le dirigeant. Cette phase d'audit, on l'a dit dans la LOI, il y a l'EBITDA qu'on va viser,
il y a le multiple qu'on va viser, ça c'est le point 1. Il y a également la sécurité juridique du deal, c'est-à-dire je vous verse 100 le jour du closing, mais potentiellement je pourrais être amené à venir vous en récupérer 30 si vous m'avez pas dit qu'il y avait un squelette dans le placard, si vous m'avez pas dit que vous avez pas bien déclaré vos URSAF, si vous m'aviez pas dit que vous avez un procès avec la CNIL qui vous a amené d'ailleurs à devoir payer 250 000 € pour des caméras non déclarées. Pourquoi cet audit-là, il est aussi très important dans cette négociation-là et dans cette analyse du prix, selon toi? Alors, pendant l'audit, on voit effectivement, au travers des questions qui sont posées, au travers des documents qui sont demandés, etc., on commence à voir les points qui vont commencer à être sensibles au moment de l'offre qu'on appelle ferme. C'est-à-dire qu'on part d'une offre indicative et on vise une offre ferme. C'est-à-dire qu'elle sera levée de pas mal de conditions, dont la principale qui est celle de l'audit. Et c'est important parce que derrière, ça va conditionner justement cette offre en disant, on s'attend à ce qu'ils vont nous parler justement du litige que tu évoques, de je sais pas quoi, etc. Et donc ça doit être encadré. Donc soit au travers d'une garantie d'actifs passifs, générale ou spécifique, etc. Je rentre pas dans les détails, mais on va déjà préparer ce chemin-là avec le dirigeant, ses conseils, évidemment pour être prêt au moment venu et pas être pris au dépourvu. Alors généralement les gros points on les a anticipés en parlant, mais parfois il y a des choses qui peuvent arriver ou qui sont insoupçonnées et puis qui se révèlent à ce moment-là. Alors c'est intéressant parce que quelque part on parle de préparation, mais alors c'est vrai que dans notre cas-là, on a un dirigeant qui est tranquillement en train de boire son café au bureau avec son équipe avant de lancer la journée et qui reçoit une lettre d'intention. Donc il n'a pas provoqué son process de cession. Et donc il se retrouve embarqué dans cette opération avec beaucoup de plaisir. Et vient la phase d'audit et l'acquéreur fait l'audit. Alors certes, en échangeant avec son banquier d'affaires, son avocat, son banquier privé, son expert comptable, il avait déjà donné des pistes d'audit, déjà donné des pistes de points de vigilance. Mais quelque part, il n'est pas impossible qu'il en découvre. Bien sûr. Lui-même au cours de l'audit d'acquisition. Qu'est-ce que, Fabien, un dirigeant qui cette fois-ci voudrait prendre la main, être proactif sur cette opération de cession et pas attendre la lettre d'intention mais aller en chercher d'autres, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour éviter de découvrir des surprises, des points de vigilance particuliers dans cet audit de l'acquéreur? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire en amont? Alors il y a deux choses. Il y a effectivement déjà avoir une offre indicative, ça nécessite qu'il y ait un peu d'infos données. Et ça, faut être vigilant. C'est-à-dire que parfois c'est de l'information qui est pas forcément travaillée, qui est un peu brute. Et nous, on se positionne généralement en amont de ça. C'est-à-dire qu'on va être là en amont d'un process, en amont d'une offre, pour justement organiser un process, gérer l'information et communiquer des informations financières, donc qui auront déjà été travaillées. Et il y a un autre point, c'est on peut ne pas attendre qu'un audit soit fait par l'acheteur, mais on peut être nous force de proposition en lançant un audit vendeur. C'est des choses qui sont pas forcément très connues, mais qui sont complètement réalisables. On a notamment nous au sein de nos rangs des auditeurs qui le font et des équipes spécialisées, et on appelle ça des vendor due diligence. Alors qu'elles soient financières, on peut aussi en faire en juridique, en social, en fiscal, etc. Le choix des possibles est extrêmement large, et ça permet justement d'ouvrir tous les placards et se rendre compte de s'il y a un souci ou pas. Et s'il y a toujours des petites choses évidemment, qu'est-ce qu'on peut améliorer, surtout qu'est-ce qu'on peut préparer en amont. Voilà, parce qu'il y a des choses qui seront inéluctables. Il faudrait plusieurs années pour les gommer, mais en tout cas, ça permettra d'anticiper le chantier. Ouais, exactement. Donc c'est vrai que c'est toute la différence aujourd'hui où on a beaucoup de process de cession, un certain nombre, où le dirigeant les subit un peu, pas dans le mauvais sens du terme, parce que c'est le moment de maturité de l'entreprise, c'est aussi l'opportunité. Excusez-moi. En revanche, c'est vrai que celui qui voudrait prendre la main sur l'opération, celui qui voudrait anticiper un process de cession pour avoir l'intérêt, excusez-moi, pour avoir l'intérêt d'anticiper, de faire une VDD très en amont. Oui. Pour pouvoir justement être capable d'avancer. Est-ce que dans ce sens-là, tu aurais par exemple des anecdotes, des points assez drôles sur des VDD qui auraient été lancés très en amont? Alors, on a effectivement le cas de VDD qui sont lancés et parfois il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire que il y a eu des points qui ont été relevés et qui ont fait comprendre aux dirigeants que il fallait d'abord résoudre certains sujets avant de lancer un process. Et c'est important parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et donc de faire bien les choses.
Je parlais tout à l'heure, il n'y a pas de moment meilleur pour vendre. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des moments qui sont peut-être un peu moins favorables. Et cela, faut les éviter. Et donc, si on juge à partir de ces moments-là qu'il faut peut-être attendre ou régler certains ajustements, il vaut mieux prendre le temps. C'est peut-être une affaire de quelques mois et c'est peut-être pas plus mal. Donc oui, ça nous est arrivé évidemment. Et on préfère aller dans une opération comme ça, où les choses seront beaucoup plus sécurisées pour tout le monde et donc optimiser les chances de succès à la fin. Mais c'est sûr que ce que je voulais dire aussi, c'est quand on parle de ce point-là, c'est que c'est normal pour un dirigeant quelque part d'être concentré sur son activité et un jour ça a bien fonctionné, ça a bien marché, il fait tourner son entreprise et il y a une lettre d'intention qui arrive. Celui qui arrive à prendre, c'est difficile et on le conçoit bien. Et en plus, on n'est pas à sa place, donc c'est facile de donner des conseils. Mais celui qui arrive à prendre un pas de recul et se dire, l'entreprise fonctionne bien, c'est peut-être le moment de commencer à structurer un process de cession. La réalité, c'est que cette personne-là aura plus de chances, aura plus de probabilité de réussir à avoir le prix de vente le plus élevé, le projet le plus élevé et la sécurité juridique la plus élevée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va avoir une connaissance de son entreprise parfaite. Alors entendez-moi bien, le dirigeant aujourd'hui, et toi tu es d'accord avec moi Fabien, ce sont des gens qui connaissent très très bien leurs entreprises. Mais est-ce qu'ils la connaissent aussi bien des yeux d'un investisseur ? Est-ce qu'ils ont une compréhension de cette entreprise comme un investisseur en aurait ? Et une VDD, un échange avec des banquiers d'affaires comme toi, ça va leur permettre, spécialisés en plus dans le secteur de l'industrie et du transport, ça va leur permettre d'avoir ce recul sur eux-mêmes, un peu comme finalement le joueur pour la première fois va se voir jouer. Voilà comment le marché vous voit, voilà comment un acquéreur vous voit, voilà comment un fonds d'investissement vous voit, et voilà les points de vigilance sur lesquels il appuierait avec une bonne VDD. Et je compléterai, on est aussi une interface, c'est-à-dire que on n'a pas l'attachement qu'il ou qu'elle peut avoir par rapport à l'entreprise. Forcément, très souvent c'est le fondateur ou la fondatrice, et donc forcément il y a un attachement qui est différent. Nous on est neutre, neutre, dans une certaine mesure évidemment, mais neutre par rapport à cet attachement-là, et donc c'est important d'avoir ce regard tiers qui est très juste, hein, donc c'est important de l'avoir. Alors on avance dans la phase d'audit, tout se passe bien et vient d'arriver l'offre ferme, hein, c'est-à-dire l'offre ferme ou directement le protocole de cession. Quels sont à ce moment-là le rôle d'un banquier privé, enfin d'un banquier d'affaires, pardon, d'un banquier privé, on en parlera dans une autre émission, mais quel va être le rôle d'un banquier d'affaires et quel va être ton rôle au moment de cette offre ferme et de ce protocole ? Quels sont les points sur lesquels tu vas agir directement et tu vas montrer tout ton talent et ta versatilité ? Alors le banquier privé, il sera évidemment important. Ça je te laisserai y revenir, mais on va travailler main dans la main avec lui. Concernant le banquier d'affaires, la négo est pas finie. C'est-à-dire que il y aura eu déjà un premier round de négo au moment de l'offre indicative. Il y aura eu quelques échanges pendant les audits, quelques étant évidemment ironiques. Et il y aura une seconde salve des négociations à ce moment-là, au niveau de l'offre ferme, parce que évidemment, tous les résultats d'audit vont arriver chez l'acheteur et ne sera communiqué que les points orange ou rouge. Voilà. Et je dirais, c'est un peu le jeu. Donc après, charge à nous de défendre au mieux l'intérêt de nos clients pour maintenir à minima les conditions du départ, voire les optimiser si on est encore dans une phase d'émulation. Là, on a pris un cas où il y a un seul acheteur, on peut avoir plusieurs acheteurs dans un audit. Donc ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a pas forcément d'exclusivité à ce moment-là. C'est un choix. Il n'y a pas de règle particulière là-dessus. Mais si on a, je dirais, plusieurs compétiteurs en même temps, forcément, on aura des conditions qui seront les plus optimales à la fin. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir plusieurs offres fermes. Absolument. Puisque ça veut dire que à la fin de l'audit, si tout le monde n'a pas relevé les mêmes points, on va pouvoir faire monter un petit peu les enchères et puis aussi peut-être ne pas dire oui à toutes les remarques et tous les points orange ou rouges qui vont être mentionnés. Et c'est vrai que ça aussi, c'est comme tu l'as signalé, hein, c'est de multiples échanges, c'est une vraie intensité dans l'opération et c'est là où c'est important de pouvoir s'appuyer sur des gens de confiance. Et puis d'avoir une équipe, comme tu l'as dit, pluridisciplinaire qui va donner son avis à chaque fois sur les éléments. Et je compléterai juste quand même pour finir là-dessus. Complète. L'offre ferme, justement, le terme est à propos, c'est une offre complète. C'est-à-dire que c'est une offre qui va intégrer des paramètres financiers, juridiques, etc., etc. Je rappelle tout à l'heure le travail collaboratif avec les autres conseils et c'est important parce que c'est un système de tiroir à ficelle. C'est-à-dire qu'on va tirer sur une ficelle, je
prends un exemple sur la partie du prix, mais on sait qu'il y aura une contrepartie. Donc ça va être important de mesurer un peu les impacts sur chacun des volets, parce que tout le monde va être concerné. Quand je dis tout le monde, c'est tous les conseils, et donc ça va être important d'avoir vraiment la quantification des impacts sur chacun des leviers qui seront actionnés. Et ça c'est très intéressant ce que tu dis avec l'histoire du tiroir à ficelle, parce que on parlait tous les deux avant l'émission du rôle entre un banquier privé et un banquier d'affaires, et c'est vrai qu'il est par exemple très important que lorsqu'on ait décidé d'opérations pré-cession avant, notamment des donations avant cession, et bien en fait cette opération-là ne vienne pas perturber la négociation que toi tu pourrais avoir avec l'acquéreur, qui, si cette opération-là est mal présentée, mal structurée, mal imaginée, bah finalement elle va aboutir à ce que le gain stratégique qu'on avait mis en place pour la partie donation, bah en fait soit compensé par une baisse de prix ou des conditions que tu devrais lâcher avant. Et c'est là où on revient à ce qu'on s'est dit du début. C'est vrai que avoir une équipe, parce qu'on a pris l'exemple banquier privé, banquier d'affaires, parce que bah, vous en avez un devant vous et vice versa. Mais c'est vrai que c'est là où la communication est très importante pour qu'en fait ce qu'on gagne d'un côté, on ne le perde pas de l'autre. Absolument. Et notre rôle, le banquier d'affaires, il sera là pour coordonner l'ensemble. Voilà, on est vraiment là pour coordonner le collège de conseil. Et à la fin, je rassure tout le monde, ça va être le dirigeant ou la dirigeante ou les actionnaires qui auront le mot de la fin, évidemment. Nous, notre rôle, c'est de synthétiser, de donner les meilleurs conseils et ensuite, évidemment, pour que le choix soit le plus approprié. Évidemment, nous proposons vous disposer. Alors vient le moment de la signature et du choix de l'offre ferme, et donc vient le moment de la signature du protocole de cession. Et donc on est en train d'organiser l'opération de transmission, donc la vente. Quels sont les points sur lesquels là tu vas agir avec tes équipes? Quels sont les points de vigilance? Quels sont les facteurs clés de ce moment-là précis de préparation du closing, c'est-à-dire de préparation de cette transmission, de ce passage de relais entre un cédant et un acquéreur? Alors, on est assez avancé dans le process, donc je dirais que le taux de succès est quand même assez élevé à ce moment-là, mais c'est pas encore fait. Jusqu'à la veille du closing, comme on dit, faut rester sur nos gardes. D'autant plus si c'est des Chinois, même si on les apprécie pour confère la dernière émission qu'on a fait, d'autant plus si c'est des Chinois ou des Anglo-Saxons qui ont la bonne idée d'acheter votre entreprise, mais surtout les Chinois. Bon, on a un peu toutes les géographies qui peuvent être concernées, mais effectivement, faut être vigilant, en tout cas, ça c'est sûr. Sur cette étape-là, clairement, ça va être l'avocat qui va être un peu plus en avant, parce que ça va être son rôle. Nous, on n'est pas homme de l'art, donc on va pas être rédacteur ou relecteur. Néanmoins, on a une connaissance assez fine des protocoles de cession, de toute la documentation juridique, pacte d'associés, etc., qui sont assez standards, je dirais. Donc là-dessus, évidemment que notre rôle ne s'arrête pas. On sera aux côtés de l'avocat pour défendre au mieux l'intérêt du client. Et en grande partie aussi sur la partie finance, parce que va être régi à ce moment-là comment va être calculée notamment la trésorerie au closing. C'est toujours un grand sujet avec des ajustements qui vont être opérés. Donc notre rôle va courir jusqu'au bout. Et effectivement, votre rôle va aller jusqu'au bout, y compris lorsqu'il va s'agir de déboucher les bouteilles de champagne, lorsque la vente sera effectuée. Effectivement, c'est donc en synthèse un accompagnement global du début à la fin, avec possibilité à la fois d'intervenir lorsqu'il y a une proposition formelle, une lettre d'intention, et puis également lorsque il y a cette option, et c'est-à-dire de structurer l'opération du début, puisque tu peux être aussi appelé, on est appelé d'ailleurs conjointement parfois, tous les deux, lorsque des dirigeants veulent réfléchir à un process d'opération de cession, et donc se disent comment je peux structurer ce dossier, qu'est-ce que je dois faire? Et donc c'est là où on va faire ce qu'on s'est dit, commencer à réfléchir à une VDD, commencer à réfléchir à une stratégie de mise sur le marché, etc. Exactement. C'est pour ça que quand tu dis du début jusqu'à la fin, c'est vrai, et parfois même en amont du début. Donc exactement. C'est vraiment à la réflexion. Quelle est la notion de début? Parfois on a des clients qui nous disent, moi je veux peut-être acheter, peut-être vendre. Donc ils savent pas, ils sont un peu perdus. Et donc on est là aussi pour étudier avec eux un peu le champ des possibles. C'est vrai qu'on est dans un contexte où aujourd'hui les dirigeants d'entreprise sont probablement à la croisée des chemins. Gorbatchev disait il y a des jours qui ressemblent à des années et des années qui ressemblent à des jours, puisque l'histoire peut parfois s'accélérer comme on est en train de le vivre aujourd'hui. Et c'est sûr que pour un dirigeant d'entreprise, ça peut être l'occasion d'accélérer son processus de cession, ou simplement de vendre et de faire autre chose. Et dans ce contexte-là, être bien accompagné par
par toi et tes équipes, notamment dans un domaine dans lequel la France a des champions. Puisque rappelons quand même qu'aujourd'hui, si vous prenez toutes les sociétés industrielles européennes, eh bien la France représente 28% devant l'Allemagne, qui représente 21% de la taille des sociétés européennes. Donc on a des champions en France dans l'industrie que tu vas donc continuer à accompagner, Fabien, avec grand plaisir, les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Le mot de la fin, Fabien, pour cette émission. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditrices et auditeurs sur le sujet de la session d'entreprise? Moi, je résumerai avec ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que l'anticipation est de mise, la préparation de tout un process, de la réflexion, pour avoir cette maturité et d'être certain que le choix est le bon. Voilà. Et surtout d'avoir préparé aussi l'avenir, parce qu'on parle d'une opération, mais c'est important de bien se projeter sur l'après-opération. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et tout ça, ça se prépare. Parce que parfois, on a des retours de clients qui ont un peu de mal à vivre justement ce passage, parce que ça n'a pas été suffisamment préparé en amont. Exactement. Et en parlant de préparation en amont, préparez en amont votre journée, votre fin de matinée sur Radio Grand Lac 92.1, puisque dans quelques instants à 13h, vous aurez la chance d'écouter Demander le programme avec Sandra et Christine. Et à 18h15, on retrouvera le grand bain de l'écho avec Benjamin. Fabien, un grand merci d'être venu de Lyon pour avoir participé à cette émission. C'était Fabien Lebon et Fabien Giroux en direct de Radio Grand Lac. Merci. À très vite, au revoir. Au revoir. Radio Grand Lac. 24h/24. 7 jours sur 7. Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Votre radio.